Oui, enfin non, c'est un film Netflix, mais pas totalement non plus. À la base, c'est quand même un film produit par la Paramount, qui a été racheté par Netflix un petit peu plus tard. Donc je vous propose qu'on voit ça ensemble, parce que l'histoire est quand même relativement compliquée. Bienvenue dans les Cinecdotes. Oui, bon du coup l'histoire est un petit peu compliquée. Le film a été jugé trop complexe et trop intellectuel aux projections test, et ça a été jugé par la Paramount évidemment, puisque c'est eux qui le produisent. Et on va balancer les blasts directs, autant le dire, c'est David Ellison, le producteur, qui a décidé de le revendre à Netflix, parce que pour lui c'était inenvisageable en salle. Du coup il y a un accord qui a été conclu. Le film sortait en salle au Canada, en Chine et aux États-Unis. Et 17 jours après, il sortait sur Netflix à l'international. Ce qui fait qu'en Chine, au Canada et aux États-Unis d'ailleurs, le film n'est même pas sur Netflix. Mais bon, ils ont eu l'occasion de le voir en salle. Donc si vous avez aimé le film, peut-être que vous auriez préféré le voir en salle, je ne sais pas. Heureusement, Scott Rudin, l'un des producteurs, il a réussi à défendre Alex Garland pour quand même le sortir en salle dans 3 pays. Parce qu'à la base, il était vraiment voué à être à 100% sur Netflix. Et c'est ce qui en fait que ce n'est pas un film à 100% produit par Netflix. C'est parce que quand même c'est la Paramount qui est à la base du projet. Et que Netflix n'était pas impliqué dès le départ. Je sais pas si vous vous rappelez, en février 2018, à un événement du Super Bowl, ils avaient passé un trailer de The Cloverfield Paradox et ils avaient dit disponible dès maintenant. The Cloverfield Paradox est produit par la Paramount et à l'époque, on n'avait eu aucun trailer ou aucune bande-annonce, rien du tout, aucun marketing en fait autour du film et la Paramount l'avait jugé trop mauvais pour le sortir en salle, donc avait décidé d'en vendre les droits à Netflix qu'il avait instantanément sorti. Et bien, il s'est produit un petit peu pareil avec ce film-là. La Paramount, elle a décidé de saccager le marketing du film en fait. Elle a organisé aucune séance presse, donc forcément pas de bouche à oreille. Elle a quasiment pas sorti de com autour, donc pas de bande-annonce, pas d'affiches et ce genre de choses. Et surtout, ce qui est du suicide aux États-Unis, c'est qu'ils l'ont sorti une semaine après le succès de Black Panther. Et Black Panther aux États-Unis, il a fait beaucoup. Alors que vous le sachiez ou non, à la base, Annihilation, c'est quand même adapté d'un roman et c'est le premier tome de la trilogie Southern Reach. Ce qui est très étrange pour un réalisateur, c'est que Alex Garland, il a décidé de ne pas relire le film avant d'écrire son scénario. Il voulait en fait en faire une espèce de version rêve / souvenir du bouquin et ça doit être ce qui donne, à mon avis, cette atmosphère très étrange au film. À l'annonce au grand public de l'adaptation du roman, Natalie Portman et Jennifer Jason Leigh étaient déjà castées. Et elles se sont faites vivement critiquer parce que dans le roman, leurs personnages sont asiatiques et amérindiennes. Ce qui n'est pas du tout le cas dans la vraie vie. Mais là où les internautes se sont trompés, c'est que dans le premier tome de la trilogie, les origines des personnages ne sont pas révélées. Et comme Alex Garland n'a lu que le premier tome et est resté vierge des 2 seconds, pour être sûr de ne pas être influencé dans sa démarche, il l'a fait en fait avec les personnes qui se présentaient au casting. Donc il a casté Natalie Portman et Jennifer Jason Leigh. Natalie Portman, très tôt dans sa carrière, elle avait décidé de ne plus faire de films d'horreur. Alors je sais pas trop si c'est un choix vraiment artistique ou c'est parce qu'elle a peur, quelque chose qui doit la chagriner dans peut-être les méthodes de tournage des films d'horreur. En tout cas, elle a changé d'avis en apparaissant dans Black Swan en 2010. Alors oui, film d'horreur ou pas film d'horreur, on en parlera la semaine prochaine sur la chaîne du coup pour les Cinecdotes qui arrivent. Mais du coup, Annihilation, dans sa démarche, il se rapproche quand même pas mal d'un film d'horreur. Et elle avait aussi été castée dans un autre film d'horreur, à savoir Pride, Prejudice and Zombies en 2016. Mais bon, à cause d'un conflit d'emploi du temps, elle a décidé de ne pas y aller. Et c'est peut-être pas plus mal parce que de mémoire, le film est pas ouf du tout. On entre dans les anecdotes en vrac, il y en a quelques-unes qui sont pas mal intéressantes. On va commencer par Anya qui dit à Lena lorsqu'elles sont toutes les deux au centre de recherche que bizarrement ici les gens se mettaient à dormir dans des positions fétales. Donc, une position fétale, vous savez, c'est quand l'embryon est dans le ventre. Et le truc, c'est que la première fois que Lena, elle se réveille au centre de recherche, elle est en position fétale. À l'intérieur du miroitement, la première base que l'équipe, elle rencontre, elle s'appelle The Southern Reach, à savoir le nom de la trilogie dont je vous parlais tout à l'heure. C'est un film qui est classé R-rated. R-rated, c'est la première fois, enfin, en réalité, c'est la deuxième fois historiquement, entre Skydance et la Paramount. De tous les temps, il n'y a eu que 2 films classés R-rated, ce qui n'est quand même pas beaucoup. Le film a été tourné à Holcombe Beach, à Norfolk, au Royaume-Uni, en 2016, en juillet 2016 même. Et c'est très étrange parce que le film est sorti en février 2018 de mémoire. Donc ça fait quand même un bon temps. À mon avis, ils ont dû mettre du temps à se décider sur quoi faire avec le film, si ça plaisait pas du tout au producteur, quoi. Et je vous parlais d'Anya tout à l'heure, mais ça signifie mère en hongrois. Et si vous avez vu le film, vous savez, je suppose, que ça n'est pas sans raison. Du coup, avec tous les problèmes de production, on se demande quel est le niveau de rentabilité du film. Eh bien, c'est compliqué en fait. Comme le film est sorti un petit peu partout, à plein d'endroits en même temps, il n'y a pas eu d'espèce de gros embargo critique en fait. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que les critiques ont globalement, que ce soit presse ou spectateurs, aimé le film. L'auteur du livre, Jeff Vandermeer, il a fait une espèce de séance question-réponse où il regardait le film en direct en balançant des tweets du coup sur Twitter. Eh bien, apparemment, d'après ses réactions, il n'a pas trop aimé certains choix créatifs du film. Mais bon, est-ce qu'on est étonné qu'un auteur n'aime pas l'adaptation de ses bouquins? On va passer au casting, et si vous connaissez Alex Garland et sa filmographie, vous savez qu'avant ce film-là, il a fait Ex Machina en 2014. D'ailleurs, rien entre 2014 et 2018, je me rends compte, c'est quand même un bel espace-temps pour produire et faire des créations. Donc,
pas gardé ça. Du coup, Ex Machina sort en 2014 avec aussi au casting Oscar Isaac et Sonoya Mizuno. J'ai réussi à le dire, gros, c'est incroyable ça. À la photographie, on retrouve encore une fois Rob Hardy et à la composition musicale, on retrouve encore une fois Ben Salisbury et Jeff Barrow. Julianne Moore et Tilda Swinton, elles ont été considérées pour jouer dans le film, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Tandis qu'on a aussi Frances McDormand qui a été considérée cette fois, on sait pourquoi, pour le rôle de Dr. Ventress, avant que Jennifer Jason Leigh ne soit castée à sa place. On en parlait avec Illuminati Special il y a quelques semaines. Encore une fois, on a des personnes de l'univers de Star Wars. On a Oscar Isaac et Natalie Portman, donc Natalie Portman qui joue Padmé dans les épisodes 1 à 3 et Oscar Isaac qui joue dans les épisodes 7 à 9 de cette postologie. Les studios de Annihilation et de Star Wars The Last Jedi, tous les deux tournés en 2016, étaient adjacents, et du coup, il arrivait fréquemment que le même jour, Oscar Isaac aille tourner des scènes de Star Wars The Last Jedi et des scènes d'Annihilation. En tant qu'acteur, je pense que ça doit être hyper compliqué de se mettre dans la peau de deux personnages différents le même jour, et ça sur plusieurs jours d'affilée, voire plusieurs mois d'affilée. Du coup, respect. Au casting, on a aussi Natalie Portman, Tessa Thompson et Benedict Wong, qui sont tous dans le MCU et qui ont tous joué dans différents films de la franchise. Donc ça fait quand même deux énormes univers du cinéma qui se rejoignent dans le même film, à savoir le MCU et Star Wars du coup. Je le précise au cas où personne n'ait compris. Dans une interview, le superviseur des effets visuels d'Annihilation a déclaré avoir donné un nom assez étrange à l'ours entre guillemets du film. En gros, il était superviseur chez Double Négative lorsque la société a travaillé sur le film Paddington en 2014. Et Paddington, vous le savez, c'est un ours qui parle. Le truc, c'est que Paddington, il est nommé d'après la gare de Paddington à Londres, qui est une station victorienne très très élégante. C'est pour ça que c'est un très beau nom d'ailleurs. Mais le truc, c'est que l'ours dans le film, d'ailleurs, qui est un peu mutant, hein, entre guillemets, ils ont décidé de l'appeler Homerton, qui est une station légèrement un petit peu insalubre à l'est de Londres. Alors ça, je vous en parlais dans ma critique de The Color Out of Space, mais en effet, le film partage d'étranges similitudes avec la nouvelle de Lovecraft. Par exemple, on a un météore qui s'écrase sur la planète Terre, une entité extraterrestre qui change les plantes, les animaux, la vie, et surtout modifie le paysage autour d'elle. On a aussi un groupe d'humains qui est affecté par le météore, tout en essayant de connaître les causes et les pourquoi du comment de leurs agissements. À la fin du film, Lena, à savoir Natalie Portman, elle danse avec quelque chose de bizarre, bref, je ne vais pas vous dire pour ne pas vous spoiler, mais cette danse-là, elle a dû être chorégraphiée. Elle a été chorégraphiée par Bobby Jean Smith, qui est une chorégraphe du coup et danseuse américaine. Et c'est assez marrant en fait parce que cette Bobby Jean Smith, elle a fait l'objet d'un documentaire réalisé par Elvira Lind, à savoir la compagne d'Oscar Isaac, qui joue le compagnon de Natalie Portman. La fin du film aurait pu avoir un plan légèrement différent. Vous savez, ici, à la fin, dans ce montage-là, on a Lena et Kane qui s'embrassent. Le truc, c'est qu'on aurait dû avoir un cut et juste après, un plan sur des météores qui arrivent sur Terre. Peut-être pour annoncer une suite, peut-être juste pour teaser, je ne sais pas trop. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Du coup, il n'y a plus trop de suspense. Je vous l'ai dit, la semaine prochaine, on fait Black Swan, encore un film avec Natalie Portman. Un film que j'ai adoré, donc je voulais absolument vous en parler. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires du film. Et puis, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!